Et pour en parler, Nabil Adl est en direct avec nous de Casablanca. Il est directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCA. Bonjour. Bonjour. Alors, après la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis qui a été un tournant, on a le sentiment que cette décision de l'Espagne n'est pas totalement étrangère à ce qui se passe actuellement en Ukraine. L'onde de choc provoquée par ces événements est en train de faire bouger les lignes de la géopolitique mondiale. Quelle lecture faites-vous de cette décision ? Écoutez, je partage parfaitement votre analyse. Aujourd'hui, nous assistons à un événement géopolitique majeur, à savoir une Russie qui cherche à changer les cartes de l'Europe telles que nous les avons connues depuis la Deuxième Guerre mondiale, et l'Occident qui ne veut pas laisser la Russie entreprendre une telle démarche. Et donc, derrière tout cela, il y a tout un jeu d'alliances qui est en train de se reconstruire sur de nouvelles bases. La crise de la Covid-19 est passée par là, elle a accéléré beaucoup de mutations dans le monde. Il a fallu, au sortir de la crise de la Covid-19, avoir cette crise géopolitique qui repositionne des acteurs sur un certain nombre de sujets. Et aujourd'hui, la question du Sahara devient un enjeu qui permet au Maroc de sélectionner ses alliés. Il en fait un élément déterminant dans le choix de ses futurs alliés et comme élément sur la table des négociations. Donc on peut dire que cette décision est aussi une victoire de la diplomatie marocaine. Naturellement. Il faut voir que le premier acte fondateur de cette victoire de la diplomatie marocaine commence après la réintégration du Maroc à l'Union africaine. Ensuite, nous avons les différentes visites de Sa Majesté à plusieurs pays africains et puis la visite aux provinces du Sud. Sont suivis 3 éléments majeurs, à savoir l'opération de nettoyage de Guerguerat, la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara et l'ouverture de plusieurs consulats dans les provinces du Sud. Donc là, ce sont des éléments qui ont fait basculer la donne. Donc la fermeté, excusez-moi de vous couper, on peut dire que la fermeté et la constance dans le langage de Rabat ont fini par faire entendre raison à Madrid ? Naturellement, surtout après l'épisode de Ben Bartosz, où l'Espagne a senti la profondeur de son erreur, puisqu'elle n'a pas agi en partenaire et en voisin. Le Maroc a fait connaître sa position de la manière la plus ferme possible, mais il ne s'est pas arrêté à la fermeté ni à la dénonciation. Il a suivi les paroles par des actes, et on a vu le gel d'un certain nombre d'éléments de la relation entre le Maroc et l'Espagne, l'opération Marhaba, les enclaves de Ceuta et de Melilla. Donc, il y a eu des messages très forts qui ont été envoyés à l'Espagne et qui ont permis de comprendre que soit c'est une relation où on va parler de tous les sujets qui intéressent les deux parties, à savoir les sujets qui intéressent le Maroc et les sujets qui intéressent l'Espagne. On n'est plus dans cette configuration où l'Espagne pouvait venir présenter une liste de recommandations et de doléances au Maroc, et quand le Maroc voulait ouvrir les sujets qui l'intéressent, c'était la fin de la réunion. Non, maintenant, le Maroc est, comme l'a dit le ministre Borreta, le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier. Et donc, je pense que même le ton de la déclaration de Pedro Sánchez affirme cette nouvelle orientation d'Espagne qui considère maintenant le Maroc comme un allié, comme un pays avec lequel elle parle d'égal à égal, et non pas comme ce fut le cas auparavant, où c'était une discussion presque un monologue. Après, l'Allemagne et l'Espagne tournent donc aujourd'hui le dos à cette position de neutralité qu'elle a toujours affichée sur ce dossier. Quel impact au niveau européen ? Alors d'abord, l'Espagne n'a jamais été neutre dans ce dossier. Si seulement elle était neutre, ça nous aurait fait gagner beaucoup de temps. Non, c'était une partie active, mais malheureusement, elle n'était pas du bon côté de l'histoire. Maintenant, l'Espagne se rend compte qu'être du bon côté de l'histoire, c'est comprendre que le Maroc est dans son Sahara et qu'il n'y a rien qui pourra changer cette situation. Et tout ce qu'elle pourra faire, c'est perdre des positions dans un pays qui est devenu stratégique dans la région sur un sujet qui est presque perdu d'avance. Et donc là, je pense que ce repositionnement stratégique est venu de cette prise de conscience que si les États-Unis ont osé le grand pas, si l'Allemagne a osé le grand pas et que l'Espagne, la France qui a toujours soutenu la position d'autonomie, la proposition d'autonomie du Maroc, si l'Espagne reste en retrait par rapport à ces pays, ce qui risque de se produire, c'est qu'il risque d'être élagué
par rapport à un pays qui avance très rapidement. Or, maintenir une position aussi incompréhensible sur un sujet qui est presque clos relève presque de la courte vue géostratégique. Donc je pense que maintenant l'Espagne remet les pendules à l'heure. Elle comprend que son intérêt est d'abord de clore ce dossier et d'entamer un nouveau chapitre. Un dossier qui, de toute manière, clos par lui-même. Et au niveau économique, quelles sont les perspectives de cette décision pour le partenariat, justement, Maroc-UE? Alors, maintenant que l'Espagne a pris cette décision, là, on peut réouvrir le chapitre de discussion de relations économiques normales entre le Maroc et l'Espagne, et plus généralement avec l'Union européenne. L'Union européenne qui s'est désolidarisée avec l'Espagne sur sa position par rapport au Maroc, donc c'est un problème bilatéral, et donc l'UE privilégie ses relations avec le Maroc, notamment économiques, notamment géostratégiques. Le Maroc est un grand acteur dans tout ce qui est nouvelles énergies. C'est une position géostratégique qui est importante. C'est un nouveau pays industrialisé. C'est ce qu'on appelle en anglais Startup Nation. Et donc, l'Europe n'a pas intérêt à voir ce pays qui a été proche d'elle pendant de longues années sur beaucoup d'éléments culturels, historiques, économiques et géographiques, lui échapper pour aller rejoindre une alliance atlantique qui, elle, offre beaucoup plus d'assurance et de garantie quant à son intégrité territoriale. Donc, ce sujet-là n'est plus au centre du jeu. Et maintenant, le problème du Sahara est un problème qui est clos. Et maintenant, on peut enfin envisager des relations basées sur le développement. Le Maroc a des ambitions d'émergence, a des ambitions de taux de croissance de 6% dans le cadre du nouveau modèle de développement. Et donc, il ne peut que s'inscrire dans ce grand partenariat avec l'Europe, et un partenariat gagnant-gagnant d'égal à égal. J'aimerais aussi qu'on aborde le sujet de l'Algérie. L'Algérie qui paraît de plus en plus isolée sur ce dossier, sa position est-elle encore tenable selon vous? Écoutez, sa position n'est plus tenable depuis un certain nombre d'années. Le monde a tourné le dos à tous les mouvements séparatistes parce que ce sont des mouvements qui créent des États en faillite et des États qui posent des problèmes de sécurité, des problèmes de frontières, des problèmes de pauvreté. Et donc, après, ça devient un problème sur la scène internationale. Donc, ce sont des États qui ne sont pas viables. Et donc, le monde a tourné le dos à cette idée. Maintenant, on veut des États forts et des États qui peuvent maintenir la paix, qui peuvent maintenir le développement. Donc, la position de l'Algérie est plus que jamais isolée. D'ailleurs, même les pays arabes lui ont clairement fait comprendre que l'organisation d'un sommet arabe est tributaire d'un changement de temps sur la question du Sahara et l'intégrité territoriale du Maroc. Alors maintenant, le dernier bastion qui reste pour l'Algérie, c'est l'Union africaine, et je pense que la diplomatie marocaine gagnerait à leur enlever cette dernière carte. Comme ça, on sera vraiment dans une clôture définitive de ce sujet, et qu'on pourra enfin, dans ce grand espace géographique qu'on appelle le Maghreb, on pourra enfin commencer à parler de sujets de fond, de sécurité, de développement, de rattrapage du retard technologique, d'intégration à l'économie mondiale, de devenir un acteur fort par ces décisions, et qu'on mette ce sujet qui nous a retardé pendant presque un demi-siècle derrière le dos. Merci à vous pour votre intervention. C'était un plaisir de vous avoir avec nous sur Média TV. Je rappelle que donc, nous étions en direct avec Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCA.